Bonjour, bonne soirée à tout le monde, si c'est le cas, et bienvenue donc à ce deuxième panel donc pour le keynote speaker donc sur le travail de démocratisation. Je dirais que l'interprétation est disponible donc en anglais et en français et espagnol et on peut trouver donc la petite icône en bas de l'écran et choisir la langue que vous désirez. Voilà. Je m'appelle Adèle Blackett. Je travaille donc au niveau du gouvernement du Canada et je suis très heureux d'être ici donc pour la deuxième partie du forum et donc ce deuxième chapitre s'appelle Decommodify et de voir en fait comment nous allons en fait avoir les choses pour les femmes par rapport à l'emploi, la protection, par rapport au chômage et la qualité bien sûr, tout ce qui est en fait décrit dans la Déclaration des droits universels des droits de l'homme et donc et ce par rapport à toutes les différentes et donc, en fait, le travail n'est pas un bien, mais ce n'est pas quelque chose dont on dispose. Et nous allons voir, et nous en avons une grande démonstration lors de la pandémie à ce niveau, et voir donc comment les mécanismes de marché, en fait, traitent les travailleurs d'une manière moins réductrice. Et donc, et en particulier pour la crise, pour les vaccins au niveau mondial et l'inégalité qui en est apparue dans tous les coins de la planète. Voilà, c'est un petit peu donc un engagement durable par rapport à la meilleure distribution des richesses et à la solidarité. Nous sommes très heureux d'avoir aujourd'hui notre oratrice principale qui va donc parler de notre thème, donc qu'on dit en anglais Decommodify, et nous allons voir comment nous allons pouvoir le, Madame Joyati Ghosh, qui en fait travaille à l'université de New Delhi depuis plus de 35 ans, et en fait elle est professeure d'économique à l'université de Massachusetts et elle a en fait toute une série de publications et ses travaux les plus récents sont extrêmement intéressants à ce niveau en ce qui concerne donc la fabrication d'une catastrophe pour l'économie et tout ce que l'on voit dans la presse. Et lorsque les gouvernements donc en fait ne prévoient pas, on voit un petit peu ce qui se passe, comme aujourd'hui elle travaille au Conseil consultatif de haut niveau des Nations Unies sur les affaires économiques et sociales et elle partage sa vie entre l'Inde et les USA. Donc nous allons voir donc combien beaucoup d'entre vous ont déjà compris ce qu'elle faisait et quel était son travail. Et ceci est très important. Donc par rapport, le professeur Ghosh a en fait
édité plusieurs manuels par rapport au développement économique en 2014, coédité après After Crisis, donc à ce niveau. Et puis la démonétisation décodée chez Routledge, et à cette contribution remarquable de livres et de collections dictées par le professeur Ghosh, ajoutons plus de 200 articles. Elle écrit régulièrement dans des médias populaires comme des journaux, des revues et des blogs. Charity Ghosh a reçu plusieurs prix pour ses contributions, et permettez-moi d'en citer 3. Le prix de 2015 à Disha Shaya pour ses contributions remarquables aux sciences sociales en Inde. Le prestigieux prix de la recherche sur le travail décent de l'Organisation internationale du travail en 2011 et le prix Nord-Sud sur les sciences sociales en Italie. Elle a conseillé aussi des gouvernements en Inde, dans d'autres pays, comme présidente aussi de la commission de l'Andhra Pradesh sur le bien-être des agriculteurs en 2004 et membre de la commission du savoir de l'Inde 2005-2009. Elle est en fait aussi une secrétaire exécutive de International Development Economics Associates, et il s'agit d'un réseau international d'économistes du développement hétérodoxe. Elle a été consultante pour des organisations comme l'OIT, le PNUD, la CNUSET, l'UNDSA, l'UNRIS et l'ONU pour les femmes. Elle fait partie de plusieurs conseils et commissions internationales, dont le Conseil consultatif de haut niveau des Nations Unies pour les affaires économiques et sociales, la Commission sur la transformation économique mondiale de l'INET et la Commission internationale pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises. En 2021, elle a été nommée au Conseil de l'Organisation mondiale sur la santé, donc pour l'économie et la santé pour tous. Nous sommes extrêmement heureux de l'accueillir aujourd'hui et pour qu'elle puisse parler donc de ce thème très pertinent. Elle parlera en fait donc environ 30 minutes pour la décommodification du travail pour les personnes et la planète. Et donc, vous pouvez poster vos questions en anglais, en français ou en espagnol dans la messagerie à cet effet. Et puis, vous pouvez commencer donc déjà maintenant à poser les conférences sur ce format. Et je les poserai donc à notre oratrice à inviter à la fin de sa conférence. Professeur Ghosh, bienvenue une fois de plus et merci. Merci Adèle pour cette introduction aussi importante. Je suis embarrassé, ennuyé, mais c'est un plaisir d'être ici et de voir donc qu'on ait pu en fait générer en fait une réponse internationale aussi importante pour cette conférence. Et c'est important pour moi de voir les principes par rapport à ce travail un peu partout dans le monde. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous. C'est un plaisir de vous voir après des années d'absence. Et donc, je vais peut-être prendre un axe différent par rapport aux problèmes cités. Cette décommodification du travail, en fait, c'est un petit peu par rapport au travail non commodifié. Je vais dire un petit peu ce que ça veut dire. C'est que l'on voit l'importance de la démocratisation sur la planète, mais on ne peut pas ignorer en fait le travail qui n'est pas valorisé à ce niveau dans le monde entier, et dans le travail que l'on voit comme un bien, dirons-nous. Et donc on a entendu donc l'orateur hier, et la complexité de la décromatisation est difficile. On l'a entendu hier. Elle commence au travail, et peut-être que nous pouvons aller étendre nos horizons. Certainement, il faut en fait étendre notre notion de travail pour voir ce qui a été, quels sont en fait les lieux traditionnels ou pas, ou modernes. Parce que moi, je élargirais en fait l'horizon par rapport à ces questions et par rapport à ce travail qui est fait.
afin de dire que je ne vois pas d'activités rémunérées, socialement reconnues. Elles ne sont pas en fait évaluées, mais elles sont essentielles. Ce ne sont pas des biens et les gens les ignorent. Comment peut-on donc en fait gérer de cette question et classer l'économie? Et donc l'OIT en 2014 sur le statut des travailleurs a vu en fait une définition beaucoup plus large du travail par rapport à la dépendance du secteur des activités économiques, entre guillemets, à toutes les activités, la consommation, et qui améliore le bien-être des personnes en incluant donc celle de votre ménage. Et c'est quelque chose de tout à fait significatif dans la notion du travail. L'activité économique auparavant était définie par rapport à l'extérieur de ce que vous faisiez à l'extérieur de votre maison et de votre foyer. Cela reconnaît donc une définition beaucoup plus large du travail et de l'emploi, et l'emploi qui est payé, donc qui est en fait un bien, et n'est qu'une partie de ce panorama plus vaste, panorama beaucoup plus vaste. Comme je vous l'ai dit, on va élargir l'horizon, et en fait c'est l'économie des soins, comme les soins de base, en fait, s'occuper des jeunes, des personnes âgées, des personnes qui en fait ont besoin de nos soins en ce qui concerne le nettoyage, en ce qui concerne toute une série d'activités et les soins étendus par rapport à la maison, l'eau pour la maison et les besoins de base et assurer donc un ensemble de possibilités à ce niveau. Et c'est important pour les soins et les activités, et cela veut dire beaucoup de travail. Comment on va le mesurer? Et la seule manière dont on a de le faire, c'est d'en fait voir le temps consacré et comment en fait on peut indiquer ce temps et comment le travail est fait. Et puis nous avons plusieurs manières de mesurer dans le monde à ce niveau, et je suggérerais que en fait que les femmes et les jeunes filles, en fait, font plus de 70% de travail. Dans d'autres pays, elles en font encore plus. Le pourcentage est plus élevé, mais ce travail n'est pas considéré, n'est pas rémunéré. Et il faut voir aussi un petit peu la perspective de l'égalité des genres. Et nous voyons ce qui est fait aussi par les hommes et par les jeunes garçons. Et ces activités de soins et ces activités de soins accrues ne sont pas significatives, mais en fait, on voit qu'elles ne font que croître dans les économies et les éléments non payés sont de plus en plus importants. Ceci est important par rapport à ce déclin et par rapport à la reconnaissance que nous avons, mais par rapport à ces questions et par rapport aux femmes impliquées et les jeunes filles impliquées, on a en fait de l'or au bout des doigts par rapport à ces services qui sont rendus donc au foyer pour les soins étendus, pour en fait la question du foyer, de la bonne gestion du foyer, etc. Et voir donc les données officielles par rapport au travail des femmes. Et pour reconnaître l'emploi, les femmes constituent en fait seulement 18% en fait, moins de 15% des femmes en dessous de 15 ans sont employées. 18% d'entre elles travaillent, mais c'est en fait ce déclin par rapport donc à l'emploi et c'est un glissement donc au travail qui est en fait valorisé comme un bien et celui qui ne l'est pas et qui n'est pas considéré, c'est un peu comme l'Inde. Et c'est quelque chose qui se passe partout dans le monde, ce n'est pas uniquement en Inde. Il y a beaucoup de pays où il y a une croissance par rapport au travail non rémunéré et voyons, il y a eu différentes crises que nous avons traversées, économiques et financières, où on a encouragé les gouvernements à avoir des activités, mais sous l'égide de l'austérité. Et donc, il y a aussi la crise écologique et qui a créé beaucoup plus
dirons-nous, d'exigence pour en fait le temps qui est consacré à ces activités. Par exemple, aller chercher de l'eau. C'est quelque chose que les femmes font tous les jours. Plus de 200 millions d'heures sont dépensées chaque jour pour aller chercher de l'eau. Et ce sont les jeunes filles et les femmes qui le font. Mais cette eau qui est recherchée est un problème parce que nous avons de la salinité dans l'eau, nous avons en fait l'empoisonnement de certaines eaux qui sont recueillies. Et donc, la combinaison du changement climatique est un des problèmes accrus par rapport à ces questions et c'est un des facteurs de base. Et bien sûr, l'adaptation au climat, de toute une série d'exigences qui n'existaient pas par le passé par rapport aux différentes pollutions, par rapport au manque de ressources, par rapport aux différentes choses où il y a des lacunes maintenant. Et nous devons nous adapter avec les gouvernements ou la société en tant que telle. Et c'est important et nous savons que cela est très important et qu'il faut en fait s'adapter. Ce qui est important, c'est de voir le travail donc non rémunéré des personnes et le considérer. En fait, plus vous êtes pauvre, moins vous êtes payé. Et donc tout ceci suggère qu'il n'y a pas uniquement une grande proportion de la population qui n'est pas rémunérée, mais de voir comment nous allons pouvoir évaluer ce travail qui n'est pas payé. Et cela a des implications importantes. Et je voudrais en fait me consacrer donc sur certains points. Tout d'abord, voir donc le mot donc, qui en fait met un prix sur les biens. Le PNB est un des grands exemples à ce niveau et voir comment vous pouvez évaluer cela. Et d'une certaine manière, en fait, tout est quelque chose d'absolu et il y a en fait beaucoup de travail, donc il n'est pas valorisé. Donc, nous ne reconnaissons pas ce travail, mais nous le dévaluons, ce qui est encore pire. Les questions économiques et sociales sont importantes. Elles sont donc peu considérées parce qu'il n'y a pas de statut. C'est aussi la question du statut social. Elles ne sont pas vues comme quelque chose qui contribue à l'économie et c'est dommage. Et c'est terrible au niveau international par rapport aux estimatives, par rapport à ce que l'on fait. Et si on peut avoir plus de femmes dans les forces de travail, quel est le PNB que l'on va avoir, c'est tout à fait bizarre, en fait, pour le travail non rémunéré. Et vous savez, c'est un peu quelque chose par rapport aussi à ce que les féministes ont montré. Il faut montrer en fait que nous contribuons au PNB et que c'est très important. Et donc, si on évalue le travail qui est fait par ces personnes, et on peut avoir une coordination par rapport aux femmes qui ont en fait un emploi et le statut social de ces femmes. Parce que pour beaucoup de raisons, nous allons voir aussi la position des femmes qui ne sont pas toujours payées et voir comment on va travailler, mais aussi la question du statut le plus bas dans l'échelle de la société et pour des emplois qui ne sont pas considérés. On l'a vu pendant la pandémie de la COVID-19, les femmes qui en fait étaient mal payées étaient les premières à perdre leur travail. Et c'est aussi la question de l'emploi disponible qui en fait prive ces femmes d'un travail. Et la deuxième implication de ce travail qui n'est non rémunéré, c'est de voir que lorsqu'ils font le travail en fait dans le marché légal, entre guillemets, elles sont mal payées, mal considérées. Et j'ai mentionné les femmes parce que c'est la force dominante, mais il y a aussi beaucoup de personnes en Inde, c'est par caste, par race, par ethnie, et en fait, il va y avoir beaucoup de différenciation sociale. Et donc, lorsqu'on entre dans le marché du travail, en fait, elles ont en général des salaires très bas et des conditions difficiles. Il faut voir la proportion des femmes qui ont en fait un emploi payé par rapport à ces emplois gratuits, si on peut dire, et voir comment elles sont rémunérées et leur statut qu'elles ont.
Et je crois que c'est en fait la question de l'axe social, de voir comment elles travaillent pour rien, en fait, elles travaillent gratuitement. Et cela se traduit par rapport à toute une série, en fait, les femmes demandent des salaires moindres. En fait, ce n'est pas la question de la condition sociale ou du conditionnement ou de la manière dont elles se comportent, mais c'est la manière dont le marché est segmenté. Et c'est aussi un autre point, c'est la question des femmes qui sont en fait concentrées dans des activités à faible revenu. Et vous voyez des femmes donc qui lorsque ces femmes sont employées, elles auront des salaires plus bas. C'est immédiat. Et voir quelles sont les différentes compétences à ce niveau. Et cela, c'est important. Et même pour les hommes, même pour les professeurs masculins par rapport aux femmes. En fait, même des travailleurs donc, qui sont qualifiés, on verra une différence de salaire. Et une chose importante, c'est de reconnaître au niveau du public ce qui est important et comment nous allons travailler. Mais une de ces choses est progressive par rapport à ces questions de la pauvreté et voir aussi la question multidimensionnelle de la pauvreté, mais aussi du travail, de vos capacités, de votre accès à ce niveau et d'atteindre donc un niveau de capacité important. Et tout ceci, on en a discuté. Et maintenant, on a en fait un aspect de la position de la pauvreté multidimensionnelle. Et parce que la pauvreté ne touche pas en fait toutes les activités, et ce n'est pas la question au niveau du portable et de l'ordinateur portable qui permet de définir exactement ce qui se passe. Les pauvres, en fait, sont en général marginalisés parce qu'ils font toute une série d'activités nécessaires, mais mal considérées. Et donc, vous et moi-même, nous sommes ici dans un environnement agréable parce que nous avons, en fait, pu donner, en fait, les tâches domestiques à quelqu'un d'autre. Mais d'autres personnes n'ont pas la possibilité de le faire. Et il faut voir comment on va travailler à ce niveau et par rapport au fardeau. Mais ce type de pauvreté a des implications par rapport aux personnes donc, qui se trouvent en fait dans des situations difficiles parce qu'elles n'ont pas de temps pour les loisirs, elles n'ont même pas de voix dans la société, ces personnes. Elles n'ont pas le temps pour rien du tout, elles sont surchargées par les tâches. Et cela aussi affecte le foyer en lui-même. Pourquoi? Parce que, en fait, les femmes qui sont employées dans des emplois difficiles et qui sont fatiguées à la fin de journée, et alors, après, elles doivent continuer à travailler, à nettoyer, à s'occuper des enfants, etc. Et, et cela va être tout à fait différent par rapport à une femme qui est au foyer et qui peut le faire pendant toute la journée. Et vous verrez donc l'attention aux enfants qui sera moindre. Et ce n'est pas uniquement la pauvreté, mais c'est la pauvreté au niveau du temps disponible et du temps que vous avez à votre disposition. Des foyers, on a une pauvreté où la qualité en fait des services est moindre puisqu'elles n'ont pas le temps. Et cela peut se lier à différentes questions, à l'éducation des enfants, aux soins aux personnes âgées. Et il y a toute une série de facteurs qui sont affectés puisque ces femmes n'ont pas le temps de s'en occuper. Et un autre aspect, je l'ai dit, il y a beaucoup de discussions à ce niveau par rapport aux politiques qui ont un ordre du jour qui sont tout à fait aveugles. Et nous, les féministes, on dit j'ai fait ça moi-même et voilà là, comment ça se passe, etc. Et je suis convaincu que les gouvernements ne sont pas aveugles. Ils sont tout à fait conscients de ce qui se passe, mais ils ne veulent pas le voir. C'est là la grande différence. Pour avoir, dirons-nous, une culture qui rendra en fait les activités meilleur marché. Et deuxièmement, et qui en fait met des mesures d'austérité en place immédiatement comme réponse par rapport à n'importe quoi.
c'est que vous allez en fait diminuer les dépenses sociales, tout ce qui a trait aux soins, parce que vous savez que en fait ces activités seront faites par les femmes au foyer et que c'est un tampon qui vous permettra d'éviter des dépenses. Et je ne pense pas que les gouvernements soient aveugles. Je ne le crois pas du tout. En fait, comme la discrimination des genres au niveau du capitalisme. Et une fois plus, je crois que ce qui se passe, c'est en plus dans mon pays natal, l'Inde, en, en ce qui concerne la planification de l'alimentation et la question de la santé. Nous voyons donc comment les femmes qui attendent un bébé sont sous-payées. En fait, elles ne sont même pas employées ni appelées travailleuses parce qu'elles s'appellent volontaires ou activistes et elles sont payées vraiment une fraction de ce qui serait payé avec très peu de protection, très peu de sécurité sociale. Et durant la pandémie, elles ont été les plus affectées à ce niveau. C'est elles qui ont payé le prix et n'ont pas eu en fait la protection civile, physique nécessaire. Et en fait, et leurs salaires ont été mis sur la sellette. Et les gouvernements, en fait, peuvent exploiter l'existence de ce travail, donc qui n'est pas rémunéré, qui n'est pas reconnu et qui n'est pas un bien ou une valeur considérée par les gouvernements. Et ils les ont, plus il y a du travail qui n'est pas rémunéré, et pire sont les conditions par rapport au travail qui est devenu un bien. Et c'est tout à fait vrai par genre, mais aussi par les sociétés et un peu partout dans le monde. Et finalement, j'aimerais dire que nous essayons de voir donc quelle est la fausse notion de la productivité dans les pays, voir un peu ce qui se passe. Et le PNB, bien sûr, c'est un indicateur terrible et je voudrais bien en fait dire que cela laisse beaucoup de choses critiques en dehors du jeu. Et en fait, des choses qui sont reconnues comme le sens, un travail essentiel, et ce pour la résilience des économies, mais il faut voir toutes les choses difficiles, en fait, tous les systèmes de privatisation auxquels on est confrontés, et en fait la question de l'efficacité par rapport à des systèmes de transport public bon marché. Si vous avez un système donc, de privatisation pour l'enseignement, pour les transports, ça fait en fait beaucoup plus de PNB, mais pour le public, c'est une catastrophe. Et en fait, on n'a plus en fait des services accessibles à la santé comme c'est le cas à Cuba. Mais non, nous savons que en fait les dénominateurs communs ne sont pas les mêmes. En fait, on ne réagit plus de la même manière. On voit simplement les travailleurs qui sont payés, rien d'autre. Et donc, le reste n'est même pas considéré. Ils disparaissent de la circulation et des radars et des politiques par rapport à la pression que l'on peut exercer à ce niveau. Et donc, si je peux dire en résumé, donc il y a toute une série d'économies donc qui fournit des ressources à l'économie qui elle est codifiée et payée et rémunérée. Et c'est aussi une manière d'aller de pair avec toute cette économie donc qui n'est pas reconnue et de ce que l'on appelait donc les 5 R de ces 5 R. Il faut la reconnaître, R comme reconnaître. Deuxièmement, la mesurer et la mesurer socialement, fournir en fait les indicateurs et puis toute une série de possibilités pour les gens qui ne sont pas payés, voir quelle est la tragédie pour ces personnes, pour ces travailleurs non payés. Et en fait, par rapport aux problèmes de ces personnes qui doivent travailler et aller chercher de l'eau matin et soir en apportant sur leurs épaules et la tête. Et vous voyez donc comment il faut redistribuer les choses dans les foyers, dans le public, dans les États d'une manière équitable et aussi redistribuer le travail des femmes dans les foyers. Et lorsque vous redistribuez,
il faut que les travailleurs qui prennent soin des autres soient rémunérés. Ça pourrait être un signe d'un réveil, mais non, pas du tout. Nous allons voir comment nous allons travailler à ce niveau. Et donc, nous allons voir comment nous allons travailler à ce niveau. Mais ce qui est important, et un des exemples de ceci, ce qui est important, la question de la notion, on ne peut pas en fait tout en fait démocratiser ni non plus traiter des choses euh, et voir donc à ce niveau euh, comment on peut avoir en fait un environnement et un développement durable sans fournir les conditions nécessaires à cet effet. Ce n'est pas possible. Et je m'arrêterai ici. Merci beaucoup pour cette présentation si enrichissante et stimulante dans laquelle vous mettez finalement au défi nos capacités humaines pour essayer de démarchandiser ou de découvrir les différentes facettes du travail, y compris moins commercialisées, et de les mettre en valeur, justement comme ces facettes d'un diamant qui n'ont pas encore été peut-être exploitées commercialement et n'en sont pas moins précieuses. Et il faudra effectivement s'y atteler d'une manière ou d'une autre. Et je crois que nous vous sommes tous autant que nous êtes très reconnaissants d'avoir essayé de travailler avec ces 5 méthodes, avec ou sans R, pour essayer en effet de D ou de A commercialiser finalement la nature du travail, tout en réfléchissant sur les manières à l'avenir dont nous pourrions mieux reconnaître et valoriser ce travail avec la redistribution et les tâches ménagères en partie et une forme de représentation de ces activités. Donc, c'est extrêmement intéressant. Je pense que ça n'aura certainement pas manqué de générer une pluie de questions auxquelles nos présidents tenteront de répondre d'une manière ou d'une autre, peut-être. Pourrions-nous nous pencher encore un instant davantage sur les fonctions représentatives auxquelles vous songez? Je pense qu'un des grands défis par rapport aux pays non rémunérés et sa relation au labeur mal payé. Et cette connexion entre le travail mal payé et le travail non commercialisé est finalement ce qui nous échappe encore. Et à l'instant où l'on se tourne vers qui fait quoi, et vous soulignez bien entendu la question du genre et de son asymétrie, de ce point de vue-là, permet de mettre en lumière et de souligner toute une série de liens de subordination invisibles qui minent finalement la dignité des travailleurs se trouvant dans cette zone grise, cette catégorie non reconnue. Alors, une partie de ce qui capture justement la symétrie ou l'inégalité, quel que soit le terme que l'on privilégie, de cette zone est que les travailleurs appartenant à cette catégorie mal définie s'incarnent dans ou sont caractérisés par ce qu'ils font gratuitement. Et en cela, la dimension genrée, évidemment, est très importante. Et cela atteint une profondeur insondable dans votre propre recherche, dans votre travail. Peut-être pourrions-nous donner quelques exemples qui nous poussent à la réflexion ou à faire des parallèles en tout cas. Prenons le cas de l'esclave, qui ne travaille pas seulement gratuitement, mais qui est lui-même l'objet de la transaction. Et bien entendu, bon,
Marx l'aurait mis dans la même catégorie probablement que d'autres sortes de travail reproductifs, non productifs strictement ou capitalistiquement parlant. Mais il nous faut à tout prix commencer à mieux reconnaître ce travail non rémunéré. Sans tourner autour du fait que notre système économique s'ancre précisément ou huile une grande partie de ses articulations et de ses engrenages autour de ces noms dits ou de ces lieux de non-droit. Malheureusement, le micro de l'oratrice n'est pas rouvert. Voilà. Oui, Adèle, vous mettez le doigt dans l'engrenage, justement là où ça fait mal, en ayant bien compris les enjeux. Vous savez, les processus du travail sur le marché du travail, l'une des caractéristiques communes, justement, est l'égalité relationnelle. Plutôt qu'une espèce de rapport distributif, il s'agit d'un rapport relationnel. Alors, qu'est-ce que cela implique? C'est-à-dire que le pouvoir d'un groupe ou d'une catégorie doit être mis sur un pied d'égalité par rapport à l'autre. À partir du moment où l'on reconnaît cela, on peut passer évidemment d'un extrême du spectre à l'autre en parlant, bien entendu, des conditions particulièrement indigentes, peut-être de l'esclavage. Il y a donc différents degrés d'inégalité qui caractérisent toutes ces relations. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous perdrions énormément en niant cet aspect des choses et en ne nous intéressant qu'à l'aspect économique des relations et des rapports. Donc l'intérêt de tous ces processus laborieux finalement, et qu'ils ont un lien avec l'iniquité ou l'inégalité. Alors, comment remédier à cela? C'est rectifier cet déséquilibre. Comment faire ceci? C'est là que les questions de la représentativité entrent en jeu. Lorsque l'on est essentiellement ou fondamentalement en position de faiblesse, on ne peut pas sans l'intermédiation ou l'intervention ou la mobilisation de tiers qui soient mieux ou au contraire qui soient également mal placés que vous, s'exprimer. Comment rééquilibrer autrement ou rétablir ce genre de déséquilibre? Donc, vous avez raison de dire que la représentation est absolument fondamentale, à la fois d'ailleurs pour les catégories de travailleurs payés et ceux qui ne le sont pas. En réalité, c'est ce qui caractérise en effet tous les processus d'organisation du travail. Il faut qu'ils aient trouvé un système de représentation. Et c'est ce qui va dépendre évidemment des voix de ceux qui sont confrontés aux inégalités. Donc, en d'autres termes, le serpent se mord un petit peu la queue, certainement, puisqu'on ne peut pas simplement exporter ces idées vers l'extérieur en disant, voilà, ceci est intrinsèquement mieux ou dans l'intérêt du système. Donc, il faut arriver. C'est plus facile à dire pardon qu'à faire, mais il y a tout de même, je pense, plus d'opportunités ou de probabilités que cela se produise aujourd'hui qu'avant. Donc vous mettez une touche d'espoir finalement pour clôturer cette analyse ou cette vision de la démocratisation des lieux démarchandisés ou décommercialisés du travail. Alors merci pour cette conclusion. J'en profite pour dire bien sûr qu'une session questions-réponses est prévue aussi. Et la première que je vois ici parle justement de la nature. Intriqué de la valeur du travail par rapport au PNB. Alors, pourriez-vous élaborer sur ce sujet? Ça, c'est effectivement une grande question, bien sûr. J'ai suggéré beaucoup d'actions qui permettent de remédier d'une manière ou d'une autre à ces disparités. Elles sont difficiles à mesurer évidemment d'un pays à l'autre, mais c'est un petit peu semblable à cette question du travail non rémunéré. Alors, comment ces disparités sont-elles, en l'occurrence, affectées par éventuellement un taux de change défavorable à certains PNB? Eh bien, je crois qu'effectivement,
Bon, il est vrai qu'on peut acheter beaucoup plus avec 70 roupies en Inde qu'on peut acheter avec $1 en Amérique en réalité. Donc le taux de change ne capture, on le voit bien, ne reflète pas finalement le pouvoir d'achat ou ce qui se passe, les réalités d'une économie. Ce qui se passe, c'est qu'on a créé un index des prix relatifs. Et ceci implique toute une série de permutations mathématiques compliquées. Je ne voudrais pas vous impliquer dans tous les détails de ces travaux-là, mais au bout du compte, ils permettent de critiquer l'idée selon laquelle, et Tony Atkinson parmi d'autres donc l'ont formulé, ce qu'ils font au bout du compte, c'est d'utiliser les prix, certains index de prix au travers horizontalement de certaines régions de certains pays, et ils utilisent des paramètres pour les relier aux index globaux, et cela leur donne un résultat. Donc, mettons la roupie se vend à 70 contre $1 sur le taux de change, mais le pouvoir d'achat est 2,5 ou 4 fois supérieur en Inde, comme on le disait, pour un même montant, parce qu'on peut acheter beaucoup plus pour la même quantité d'argent. Donc, il y a différentes approches et différents concepts économiques, notamment le panier de la ménagère à qualifier ou à paramétrer différemment. De nombreuses choses peuvent être amendées. Mais j'ai aussi une critique conceptuelle à propos de ces théories. Tout d'abord, comment se fait-il qu'en Inde, on puisse acheter les choses tellement moins chères? C'est parce que justement, les gens fournissent leurs biens et services à bas prix, à des prix sacrifiés. Donc, dans les pays où le pouvoir d'achat est supérieur au taux de change, c'est typiquement de pays à bas salaire qu'il est question. Voilà, un pays où les disparités sont justement en général bien plus grandes et où une majeure partie de la population fournissent des services à prix sacrifié. Donc, d'une certaine manière, ce que vous faites, ce n'est pas simplement de dire, bon, vous êtes plus pauvre que vous n'êtes pas aussi pauvre que vous le croyez parce que vous avez ce pouvoir d'achat énorme. Non, et la réalité, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas aussi pauvre que vous le croyez parce que vous bénéficiez de toute la quantité de travail non rémunéré par vos enfants et vos femmes. Vous comprenez? Donc, c'est l'argument, et effectivement, même si le résultat est le même, qui doit être présenté de manière circulairement cohérente. Voilà ce qui se passe dans la réalité des faits. Les pays les plus pauvres, par tête de NB, sont ceux qui ont peut-être les taux de change les plus élevés, mais qui, par voie de conséquence, sous-estiment leur pauvreté par tête d'habitant. Et pourtant, maintenant, on sait bien qu'on utilise un même paramètre en général, justement le PNB par tête d'habitant, pour mesurer les impacts de toutes les questions, de tous les enjeux mondiaux que sont le changement climatique, etc., l'OMC, la Banque mondiale, tout ceci, toutes ces institutions s'intéressent en effet au PNB par habitant, alors qu'ils renferment des tas d'incohérences et d'inégalités. Et pourtant, les gens s'asseyent autour de la même table de négociation pour essayer de conclure des accords sans tenir compte finalement de ces décalages des positions relatives des pays autour de ce même indicateur. Vous avez raison. Merci beaucoup pour cette réponse pleine de clarté, en effet. Alors, laissez-moi tirer votre attention vers une deuxième question apparaissant dans le fil des questions-réponses. Donc, en tenant compte de ce que vous venez de nous partager à propos de la situation d'un potentiel retour à l'après-pandémie, quelles sont vos suggestions? Un réveil ou bien un changement de décision de tous des hommes politiques actuels? Une petite réponse facile et expéditive sans doute. Oui, alors effectivement, bon, on ne peut pas changer ou remettre en question l'ordre mondial, mais si je devais identifier une chose qui me semble essentielle pour améliorer la qualité de vie et la reconnaissance du travail, c'est l'emploi public, en fait, qui est à la clé. Seul l'emploi public
peut garantir et fournir des salaires corrects et des conditions de travail avec une reconnaissance et un respect y afférents. Et si on orchestre suffisamment de cela, alors les effets dominos finiront par se produire dans les autres secteurs, des emplois secondaires finiront par se caler, la qualité sur cet exemple et la qualité de la vie et probablement les relations internationales finiront par s'aligner sur ce travail de qualité et ces conditions de travail. Donc les fameux 5 R. Mais je pense qu'une bonne qualité de travail public pratiqué à grande échelle, selon moi, est la clé de voûte de cette remédiation. Merci beaucoup. Prochaine question qui nous vient de Dr. Laura Bahaibi qui vous remercie et évoque le travail au-delà du lieu de travail auquel vous avez fait allusion et qui efface un petit peu les contours de la traditionnelle distinction entre le lieu de travail et le reste. Est-ce que vous pensez qu'il y a une définition à réviser de ce point de vue-là? Je crois l'un des effets de la pandémie est d'avoir finalement remisé au foyer tout un nombre de métiers, de gens qui finalement n'étaient pas traditionnellement associés à un lieu de travail traditionnel tel que leur usine ou leur bureau. Mais finalement, l'économie numérisée à outrance va nous confronter à une autre situation. C'est effectivement l'absence d'un lieu de travail, indéniablement, mais aussi l'absence d'un employeur. Parce que c'est une manière de finalement transposer le référentiel du travail habituel géographique en un référentiel de temps. Au lieu d'avoir un lieu de travail, nous aurons un temps de travail et nous responsabilisons théoriquement tous les employés, tous les travailleurs pour les coûts. Et puis vous vous en lavez les mains finalement. Il n'y a plus de responsabilité en tant qu'employeur qui vous incombe énormément. Alors, toutes les entreprises de livraison de taxis serviront d'agrégateurs entre les différents fournisseurs de services. Que feront-ils? Eh bien, au bout du compte, ils détruisent le concept non seulement d'employé et de son cadre de travail habituel, mais de l'employeur aussi. Les deux sont désarticulés. Alors, une partie de ceci est la conséquence de la réglementation et pas seulement le fait de la technologie, je regrette, mais c'est malheureux que les réglementations n'aient pas, pour l'instant en tout cas, suivi le pas et le rythme de la modernisation technologique. Et les gens, je pense, ou les décideurs politiques ne se sont peut-être pas encore rendus compte de la vitesse à laquelle les choses changeaient, mais ils essaient de rattraper le coche quand même avec une rame de métro de retard pour certains, mais finalement, heureusement, certains règlements, en tout cas à l'échelle européenne et autres, finissent par dire: «Eh bien désolé, mais c'est dommage pour vous, mais même en tant que GAFA ou en tant que Uber, vous allez devoir, traiter vos employés d'une manière, décente». Alors, en tant que, indépendant, on a tendance à travailler de façon illimitée, c'est vrai, parce qu'on veut plus d'argent. En tant que travailleurs non rémunérés, eh bien, il y a une autre paradoxe et contradiction qui se passe, c'est que l'on travaille pour des gens auxquels on tient en général. Et alors, il n'y a pas de limitation, de quantification, de mesure possible. Et l'exploitation est auto-infligée bien souvent, hein. Et donc, alors que dans le cas de l'économie du geek ou numérisée, elle est infligée de l'extérieur. Donc, c'est quand même encore une nuance ou une différence qui existe entre ces deux catégories, entre le travail non rémunéré et le travail mal rémunéré. Oui, toutefois, néanmoins, une réponse fascinante et qui s'applique aux deux cas de figure, sans doute. Et cette lacune réglementaire à laquelle vous faites attention, bien entendu, à laquelle vous faites allusion, à laquelle on ne fait pas assez attention encore, peut-être, n'est pas encore suffisamment au cœur des débats politiques, je crois. Mais alors, il y a encore quelques autres questions, mais j'aurais tendance à vous demander d'en dire un petit peu plus à propos du cadrage de l'économie, donc de la prise de soins qui justement, enfin des travailleurs à domicile qui finalement s'auto-infligent, comme vous le dites, un système d'exploitation
parce qu'il leur paraît naturel de se mettre au service dans un cadre domestique, donc pour dire les choses clairement, qu'il soit rémunéré ou non, fasse de son mieux parce qu'il intègre sa mission comme faisant partie d'un service en tant que membre d'une famille. Et c'est évidemment un phénomène qui fait l'objet de débats infinis et transgénérationnels, mais peut-être pourriez-vous plus précisément dans le contexte de la pandémie, on a assisté à cette explosion, bien sûr, de travaux dédiés et consacrés aux soins à domicile, au risque de mettre en péril leur vie, de mettre en danger leur vie. Cette mission est-elle bien comprise par les universitaires, ce soin que l'on doit fournir ou que l'on veut fournir aux autres, n'implique-t-il pas en effet que tout le monde prenne soin, que la société prenne soin d'eux, que l'on prenne soin de nous-mêmes en tout cas? Dans quelle mesure doit-on faire l'un ou l'autre? Alors écoutez, c'est une question existentielle en effet. Il y a des années de cela, vous m'auriez posé la question, j'aurais dit: «Ah, cette pandémie est la solution à tous nos problèmes, ça va modifier nos mentalités». Alors qu'en réalité, maintenant, il y a 2 choses différentes. Tout d'abord, l'aspect relationnel fondamental par rapport aux soins et aux soignants. On a beau dire, l'intelligence artificielle vous emmènera que jusqu'à un certain point. On peut assister, fournir un soutien technique légèrement, mais on ne pourra pas se passer d'eux et éliminer les soignants ou la dimension humaine. Donc, ce sont des activités qui ne cesseront pas d'exister. Et qui, au contraire, deviendront de plus en plus nécessaires avec le vieillissement de la population, sans doute. Mais il y a le deuxième aspect qui est pour moi émotionnel. Et comme vous le dites, c'est un point très délicat au sein des ménages ou des familles, c'est évident et indéniable. Mais qu'en est-il des aides-soignants qui finissent par s'impliquer et s'en faire tout autant, probablement pour leur patientèle? Et donc la vocation est magnifique, mais la capacité, hem est-elle limitée? Que peuvent faire les aides-soignants? Menacés de partir en grève? Certes, ils diront: «D'accord, nous ne travaillons plus car nous sommes contre, le vaccin ou nous estimons que nos salaires ne sont pas assez élevés». Mais la dimension émotionnelle, émotive est tellement grande qu'ils ne le feront pas dans les 3 quarts des cas. On s'en est bien vite aperçu. Pendant la pandémie, les gens ont continué bien entendu à mettre en péril leur propre vie, sachant que c'était, certainement, une composante, bien intégrée à leur vocation à la base et donc il faut savoir que ça réduit structurellement leur pouvoir de négociation, malheureusement. Donc, quand on ne peut pas vraiment crédiblement menacer de se retirer du marché ou de la négociation, on n'a pas ce levier d'action. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement surexploité tant par le marché que par les employeurs ou par une fois de plus, par les gouvernements, en l'occurrence, je souligne. Indéniablement et absolument merci, oui, pour cette réponse qui nous pousse à repenser la façon dont le contrat d'emploi légitime malheureusement dans bien des situations une forme de subordination très asymétrique et très inique. Alors nous avons encore quelques questions, peut-être le temps pour Sana Ahmed par exemple, qui je vois demande ce qu'il en est des difficultés lorsque l'on finit par reconnaître ou réhabiliter des travailleurs qui avaient été occultés ou dévalorisés dans un certain contexte culturel hégémonique et que cela vient à changer. Je me demandais si vous auriez pu commenter cette question. J'ai perdu votre lien, votre image vidéo, malheureusement. J'espère que cela ne veut pas dire que vous avez eu un souci de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons bel et bien. Désolée, en effet, ma batterie était en train de rendre l'âme. Alors, je viens de la rebrancher, mais je crois que l'image ne reviendra pas tout de suite. Pas de souci. Tant que vous nous entendez bien, ou voulez-vous que je répète la question? Ou pouvez-vous
déjà y réagir. Non, je n'ai malheureusement pas pu entendre pendant cette transition votre question. Pas de souci. Donc, Dr. Ghoshasana Ahmed nous faisait part de sa préoccupation concernant les difficultés auxquelles nous sommes confrontés lorsque viennent à être finalement reconnus ou réhabilités dans le système une série de travailleurs qui étaient occultés, invisibles ou dévalorisés pour toute une série de raisons ou de paramètres culturels hégémoniques. Alors, et une deuxième question qui vient d'Isabelle Benavas, Dr. Isabelle Benavas également, qui parle une fois de plus de la démarchandisation. La démarchandisation des métiers existants comme étant le revers de la médaille de probablement la reconnaissance et de certaines activités qui doivent au contraire trouver davantage de garanties. Donc, il se demande s'il y a d'autres éléments clés à identifier dans cette dynamique. Alors, une fois de plus, cela me ramène à mon idée des 5 R. En effet, la garantie du travail est si importante pour cette raison. Et je crois qu'il est tout à fait essentiel de l'offrir, car le droit du travail avec une dignité, c'est aussi un aspect bien sûr capital, mais le droit d'être reconnu dans quelle que soit l'activité professionnelle que vous exercez est aussi au moins aussi important. C'est seulement lorsque l'on a la garantie, comme vous le dites, à la fois du droit au travail, mais aussi à sa reconnaissance et à sa compensation, que la société dans son ensemble admettra son existence. Donc, c'est pourquoi je persiste à dire que les emplois publics jouent un rôle central et inaliénable dans le rétablissement de cet équilibre. Et ça me ramène à votre première question qui pose la question de savoir comment faire émerger ces parties immergées de l'iceberg et comment ramener à la conscience finalement du public ces catégories de gens qui sont contre lesquels on discrimine ou dévaloriser. Et c'est donc par le même biais qu'on y arrive, selon moi. Merci beaucoup. Et dernière question de Tatiana, qui nous demandait s'il y aurait, selon vous, une manière de formaliser le travail des soignants d'une manière décommercialisée, non marchande. Eh bien, ça, une fois de plus, comme je le disais, pour reconnaître son existence, il faut à la fois le facteur de la reconnaissance et celui de la redistribution. Redistribution au travers, des activités indépendantes et du secteur privé aussi bien que du secteur public qui, selon moi, serait le point de départ. Donc, toutes ces choses sont essentielles. Et je crois important de se souvenir que le soin donné est tout à fait fondamental à la qualité, à l'essence même de la vie. Je pense qu'on a eu l'occasion de s'en rendre compte. On ne peut pas s'en passer. Et cette espèce donc de nonchalance ou d'indulgence avec laquelle étaient traités ces métiers essentiels ne peut effectivement pas, selon moi, être résolu par une simple hausse des salaires qui consisterait finalement à continuer dans la logique marchande. Parce que l'on sait que cela va de pair avec, malheureusement, des coûts plus élevés pour les ménages moins fortunés. Donc, démarchandiser et la fourniture de services publics de bonne qualité serait, selon moi, la norme et qui devrait donner le ton
au reste de l'économie et servir des talons-maîtres. Merci beaucoup. Dr Grosch, et désolé encore pour ce problème de vidéo qui n'a pas été rétabli, mais vous n'avez en aucun point souffert, je dirais, de ce handicap pour arriver à nous communiquer je dirais, le défi bilatéral finalement de cette revalorisation d'une part et des marchandisations d'autre part de l'activité à laquelle votre réponse essentielle pour la redistribution des richesses, je crois, passe par en effet le service public. Donc un grand merci de la part de tous les organisateurs de cette conférence, Dr Grosch, pour votre formidable la lumière et votre contribution que vous avez jetée sur ces problématiques. Et nous passons maintenant, donc après avoir remercié en passant les organisateurs de ce panel, aux gens des coulisses. Un grand merci à Narina, Kaina, Alexandra et tous les autres qui ont. Puis-je inviter tout le monde donc à rester. Nous allons avoir une pause de 15 minutes et donc pour les questions de réseautage sur cette plateforme que vous pouvez choisir entre-temps, et nous reviendrons donc dans 15 minutes pour la discussion avec les différents orateurs. Merci. Rejoignez-moi donc et un grand merci. Et je sais que c'était une discussion très intéressante. Voilà, merci à tous pour votre participation une fois de plus.